Bonjour tout le monde, c'est un peu éblouissant, je vais me mettre sur le côté. Ce soir, je vais vous parler de comment être user-centric dans un environnement B2B. Donc concrètement, comment réussir à récupérer du feedback utilisateur et l'incorporer dans les process product. Donc pour vous en dire un tout petit peu plus sur moi, je m'appelle Maya, je dirige l'équipe produit chez Aircall depuis 2 ans et demi. Voilà, donc c'est une équipe avec 8 product managers, 3 product designers. Avant ça, je bossais chez Blablacar en PM sur la partie monétisation du service. Et avant, j'ai bossé dans un SaaS à San Francisco qui s'appelle I Feel Goods, qui fait des cadeaux digitaux. Voilà, et la presse marche. Merci beaucoup, Sobia. Donc du coup, avant de vous parler un peu de ce fameux sujet de user-centric dans du B2B, je voulais vous rappeler un peu ce que fait Aircall pour vous donner du contexte là-dessus. Donc globalement, chez Aircall, on est parti du constat que tous les outils business ont été réinventés. Le mail, le chat, le storage par exemple, mais pas le téléphone. Bon, c'est une slide un peu corpo investisseur, mais globalement, ce qu'on veut dire, c'est que nous, notre mission, c'est de transformer les vieux téléphones noirs horribles pour en faire une suite d'applications avec une super UX qui répond aux besoins des utilisateurs dans n'importe quel type d'entreprise. Donc nos clients, c'est des boîtes, par exemple, qui sont de 200 à 500 personnes, qui ont une équipe support, une équipe de sales, qui vont utiliser notre outil de téléphone à la place de soit des téléphones de fonction, soit ce fameux téléphone noir sur leur bureau. Notre vision produit, là où on a envie d'aller avec Aircall, c'est un peu 3 choses. La première chose, c'est de créer un système téléphonique qui réponde à toutes les attentes de nos utilisateurs en termes de vraiment purement de téléphone, avec une UX qui soit 10 fois meilleure que celle de nos concurrents. Donc l'UX est vraiment central dans notre stratégie produit et c'est pour ça que le fait d'être user-centric est vraiment hyper important pour nous. Deuxièmement, on veut s'intégrer avec tous les outils que nos clients ont déjà dans leur contexte de boîte. Pour les rendre plus productifs, leur permettre une meilleure UX et aussi parce que c'est un gros canal d'acquisition pour nous. Et enfin, notre troisième axe, qui est plus long terme, sur lequel on n'a pas encore du tout bossé, c'est de pouvoir se servir de tous ces appels, ces millions d'appels qu'on a aujourd'hui dans notre base de données, pour permettre à nos clients de mieux comprendre ce qui se passe dans leur conversation avec leurs clients. Donc ça a évidemment une grosse composante de speech to text et d'analyse de tout ça. Je reviens à mon sujet. Donc, vous l'avez compris, Aircall, c'est une boîte qui est B2B. On vend notre produit à des entreprises et à des gens qui travaillent dans des entreprises. Et un des premiers constats venant de Blablacar pour faire du produit chez Aircall que j'ai eu, c'était que c'était vachement plus difficile d'avoir du feedback et de l'incorporer, et donc d'être user-centric. Et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est leur travail en fait, donc ils s'en fichent un peu de nous et ils sont hyper déjà stressés de base par leur boulot, frustrés potentiellement, et ils n'ont pas énormément de temps à nous consacrer en tant qu'utilisateurs. Le troisième élément, c'est que il y a généralement quand même peu de liens émotionnels avec des outils business par rapport à des outils de B2C. Bon, évidemment, il y a des contre-exemples, si on pense à Slack par exemple, mais généralement, un outil B2B, tu n'es pas in love de ton outil avec une forte attache émotionnelle. Deuxièmement, on a forcément moins d'utilisateurs. Une boîte B2C, si jamais ça se passe bien, a des millions d'utilisateurs, peut en ajouter des milliers par semaine. Voilà, pour une boîte comme Aircall ou comme plein d'autres SaaS, on peut avoir 50 nouveaux utilisateurs par semaine. Donc c'est vachement plus dur d'avoir des feedbacks. On a une troisième dimension dans le B2B qui est que le buyer n'est pas forcément le user. Donc la personne qui va prendre la décision de choisir Aircall ou votre outil B2B pour sa boîte, ce n'est pas forcément celle qui va l'utiliser à la fin. Donc ça complique les choses. Et nous, on a 2 personas, nos admins, donc le head of support, le head of sales, et ensuite les utilisateurs finaux qui sont voilà, un account executive ou quelqu'un qui bosse au support. Et enfin, nous, on vend notre produit à des équipes sales et des équipes support. Et nous, on est une équipe produit. Donc, c'est hyper facile pour nous de faire des hypothèses fausses sur le besoin d'utilisation du téléphone. On a aussi besoin de téléphone, mais on n'est pas quelqu'un du support, quoi. Donc, tout ça, ça nous a amené à mettre en place tout un tas de process et différentes manières de bosser pour vraiment garder cette composante de user hyper importante dans la manière dont on fait du produit chez Aircall.
Et globalement, il y a 3 grandes choses dont je vais vous parler. La première, c'est d'utiliser un maximum les équipes business dans la boîte et de communiquer à fond avec elles, avec tout un tas de choses. La deuxième, c'est de rendre les choses visibles un maximum, à la fois en externe et en interne, pour générer des discussions. Et enfin, je vais vous parler du NPS, qui est un outil qu'on utilise beaucoup en interne pour tout ça. Donc pour commencer, voilà, dans une boîte B2B, il y a une équipe de sales, il y a une équipe de support, il y a une équipe de account management, et leur rôle à ces équipes, c'est d'être 24 heures sur 24 en communication avec nos clients. Donc c'est une source d'information énorme pour nous, sauf que en fait, leur travail, c'est pas forcément de nous les remonter. Et donc ça a été hyper important pour nous de mettre en place tout un tas de choses pour que ça communique mieux. Donc il y a 3 choses. D'abord, on a créé un rôle et des process particuliers, je vais vous expliquer. On a fait en sorte que ce soit hyper facile de nous joindre, nous, en tant qu'équipe produit. Et enfin, on a créé un concept de sprint, de stratégie produit, que je vais vous expliquer aussi. Donc, on a des squads chez Aircall, comme j'imagine un peu tout le monde ici, donc des petites équipes composées de développeurs, d'un PM, d'un designer, d'un data analyst. Et on a ajouté un autre rôle à cette squad qu'on appelle le Biz-in Squad, donc qui est quelqu'un d'une équipe business, donc un sales, un support, un account manager. Et cette personne doit dédier une demi-journée par semaine à la squad et son déroulement pour nous aider sur scoper les fonctionnalités et nous aider vachement sur la communication de ces fonctionnalités. Concrètement, il y a un weekly business meeting tous les lundis avec toutes les personnes des équipes business. Et donc, ce fameux Biz-in Squad présente quelque chose qui ressemble à ça. Voilà ce qu'on a fait cette semaine, voilà ce qu'on va faire la semaine prochaine, et hyper important, voilà où on a besoin de vous. Donc concrètement, on a besoin de bêta-testeurs, on a besoin de feedback sur ce prototype, etc., etc. Donc premier rôle, c'est vraiment ça. Le deuxième rôle, c'est de permettre à la squad justement d'avoir accès à des clients, donc de nous trouver des utilisateurs qui sont d'accord pour être en bêta, de nous trouver des utilisateurs qui sont d'accord pour être dans telle vague de rollout, par exemple. Et enfin, ils participent aux améliorations de la squad et donc notamment aux rétrospectives pour améliorer l'équipe. L'erreur qu'on a faite avec ce rôle, ça a été de le faire changer assez souvent. C'est un rôle que tout le monde a envie de faire en fait dans les équipes business. Tout le monde est assez excité de participer au développement de produits. Sauf que, on s'est rendu compte qu'en changeant tous les 3 mois, on perdait vachement d'informations. Et donc voilà, maintenant on essaie de garder ça sur minimum 6 mois. Mais ce rôle nous a vraiment beaucoup aidé pour avoir plus de communication entre les équipes. On a d'autres process en dehors de ça, avec nos équipes support et nos équipes de sales notamment. Donc de manière assez classique, avec nos équipes support, ils taguent absolument tous les tickets qu'ils reçoivent pour que nous derrière on puisse avoir des rapports sur ce qui ressort le plus souvent, les problèmes les plus fréquents, etc. Donc ça, assez classique. Et côté sales, pareil, donc nos accounts exécutifs passent leur journée à discuter avec des prospects qui leur posent des questions, qui leur demandent si telle ou telle fonctionnalité est disponible. Donc là, on s'est servi d'un outil qui s'appelle Troops pour remonter toutes les notes de nos accounts exécutifs depuis Salesforce dans Slack et pouvoir nous directement, en tant qu'équipe produit, voir tous les commentaires que telle personne a fait pendant telle démo. Par ailleurs, on a également vachement de reporting sur tel ou tel deal est intéressé par telle ou telle fonctionnalité qui nous permet de prioriser. Et le dernier élément qu'on vient tout juste de commencer s'appelle le Deal Desk. En gros, dès qu'on a un client qui pourrait potentiellement poser problème ou qui ne correspond pas exactement à notre fit de target, on a un meeting une fois par semaine où il y a le sales en question qui est sur ce deal, un product manager, un account manager aussi. Et donc, le but, c'est de décider si on continue ou pas avec ce client-là. Et nous, en tant qu'équipe produit, c'est une source de feedback hyper importante de savoir où sont les gaps de fonctionnalité et qu'est-ce qu'on doit améliorer. On veut également que n'importe qui dans la boîte puisse nous contacter le plus vite possible pour, dès qu'ils ont des remarques sur telle ou telle fonctionnalité venant de leurs clients, qu'on puisse le savoir. Donc c'était assez facile quand on avait 3 PM il y a 1 an. On rabâchait cette slide toutes les semaines, telle personne s'occupe de telle partie du produit. Voilà, l'équipe a énormément grossi. Et donc aujourd'hui, qu'il y a 11 personnes, c'est un peu plus compliqué et tout le monde s'en mêle les pinceaux. Donc on a créé un petit Slack-bot qui s'appelle Steve, qui en gros permet de répondre à n'importe qui dans la boîte qui veut savoir à qui s'adresser pour telle ou telle question. Donc concrètement, tu vas voir Steve sur Slack, tu lui dis j'ai une question sur les analytics et Steve te répond qu'il faut parler à Camélia.
Voilà, donc ça paraît con, mais ça aide beaucoup à juste avoir des feedbacks qu'on n'aurait jamais eu sinon. Donc, je vous recommande Steve. Et par ailleurs, il y a une autre boîte qui s'appelle Cafi, qui fait à peu près quelque chose de similaire, qui est aussi très cool. Voilà, donc Steve nous a beaucoup aidés. Et le dernier élément un peu dans la même veine de tout ça, c'est un channel qu'on appelle le Quick Wins Channel, qui est sur Slack. Donc, tout le monde y a accès. Et c'est un channel qui est alimenté n'importe quand par toutes les personnes de la boîte, donc généralement sales, support, success, avec toutes leurs idées venant des clients qui voudraient telle ou telle petite amélioration, tel ou tel petit changement de feature, de wording, etc. Donc tout ça évidemment sous le format de voici ce que je veux et voici pourquoi je le veux, voici quel est le problème. Et donc nous, l'équipe produit, une fois tous les 3 mois, avant le début de chaque quarter, on fait un off-site en dehors du bureau où on se retape tout ce backlog, on regarde ce qui est faisable, pas faisable, on spec les choses qui nous semblent faisables rapidement et on dédie une journée en début de quarter où tous les devs vont essayer de dépiler un peu ce backlog de quick wins. Un des trucs hyper importants, ça a été de prouver qu'on était capable de follow-up sur toutes ces requests et c'était pas juste un réceptacle de demandes qui n'était jamais abouti, quoi. Donc les quick wins, c'est un vrai moment important pour nous en tant que boîte où tout le monde est un peu excité de voir ces idées prendre jour. L'autre élément dont je voulais vous parler par rapport au fait d'être proche des équipes business, c'est le Google Design Sprint qu'on a un peu adapté pour des gros sujets de stratégie produit. Donc par exemple, le sujet des analytics pour nous, on en a beaucoup parlé avec Lucas ici présent. C'est un sujet hyper compliqué avec plein d'implications, très très stratégique. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé une journée entière dont l'objectif était de sortir avec un mission statement pour ce projet-là. Donc on veut faire telle chose pour telle raison. Une réponse à des grandes questions, des grands trade-offs qu'on devait faire et des premiers mock-ups. Donc concrètement, ça ressemblait à ça. Je ne vais pas vous décrire tous les items, mais bon, un programme assez chargé où on a fait venir de New York notre VP Marketing pour ça. On avait notre VP of Sales aussi, notre VP of Customer Success. Et donc, ça nous a vraiment... Alors, ça a nécessité beaucoup de préparation du PM et du Product Designer en charge, benchmark, récupérer des insights de clients, lister les problèmes existants, la data, etc. Mais le fait d'avoir tout le monde pendant une journée, même si c'est assez contraignant, ça nous a permis de faire un taf de 6 mois en 3 semaines. Bon, le seul petit truc, c'est que finalement, on n'a pas du tout réussi à faire cette partie-là. C'était beaucoup trop ambitieux. Mais rien que de répondre aux questions et de faire un premier design, c'était déjà hyper positif pour nous. Alors, le truc avec le fait d'être proche des équipes business, c'est que c'est quand même facile d'avoir des informations qui sont soit manquantes, soit carrément faussées. Là-dessus, j'ai un exemple où j'étais allée rendre visite à En Marche, le parti politique qui est un de nos clients chez Aircall, avec un account manager, donc leur account manager. Et donc là, ça, c'est les notes suite au meeting de l'account manager sur les demandes ou les problèmes relevés. Et ça, c'est mes notes à moi. Voilà. Donc il y avait beaucoup, beaucoup plus de choses, énormément de choses que j'avais remarquées sur le moment que la personne n'avait pas relevées. Et donc, du coup, bon, évidemment, rien ne remplace le fait de directement aller rendre visite à des clients sur place pour observer comment ils se servent de notre produit. Donc, encore une fois, on est en B2B, c'est pas aussi facile qu'en B2C où on peut aller dans la rue, montrer des prototypes à n'importe qui peut se projeter dans la peau d'un utilisateur. Et donc là, pareil, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre d'une part obligatoire, mais d'autre part hyper facile pour toute l'équipe produit de rendre visite à des utilisateurs le plus souvent possible. Donc concrètement, on a encore un petit bot qui s'appelle le coach cette fois-ci, qui nous donne des petits devoirs toutes les semaines. Donc toi, tu dois aller faire un meeting quarterly avec l'équipe Success. Toi, tu dois aller faire une démo, par exemple. Toi, tu dois faire 1 heure de support. Et derrière, on traque tout ça et c'est vraiment dans les objectifs de chacune des personnes de l'équipe de rendre visite, par exemple, sur place à au moins un client par mois. On a toutes les visites prévues par nos équipes business qui sont recensées sur Slack et on peut dire je viens avec vous. Et ça nous aide vraiment beaucoup sur les projets sur lesquels on est, mais aussi juste de manière générale pour garder un peu le pouls sur ce qui se passe auprès de nos utilisateurs. Le dernier truc qu'on a tenté de faire, mais qui n'a pas trop marché, mais que je vous partage quand même, c'est de faire un groupe, une espèce de communauté de bêta-testeurs Aircall. Donc concrètement, c'était un Slack où on a invité pas mal de clients un peu proches qu'on connaissait bien.
Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un travail full-time d'alimenter, de gérer cette communauté, de follow-up, de modérer tout ce qui s'y passait. Donc, on a un peu abandonné le sujet et on est plutôt sur un mode où chaque personne de l'équipe produit se fait sa propre petite communauté en perso de personnes qu'il connaît bien et qu'il peut contacter directement. Donc voilà, du coup, être hyper proche des équipes business d'une part, d'autre part, forcer vraiment l'équipe et rendre ça hyper facile d'aller rendre visite à des utilisateurs le plus souvent possible. L'autre élément qui a été assez clé pour nous sur cette dernière année, à mesure que la boîte a vraiment grossi, ça a été de rendre les choses visibles pour pouvoir justement déclencher ces discussions, un peu à toutes les étapes du process de produit. On s'est rendu compte qu'à mesure que la boîte grossissait, on commençait à bosser un peu en silo, malgré tout ça. À un peu mettre les gens devant le fait accompli a posteriori, même si on essayait un maximum de faire de la recherche, d'inclure, etc. Et donc, globalement, on essaye d'afficher un maximum de trucs. Donc, en externe, par exemple, notre roadmap est public sur Trello. Nos utilisateurs peuvent voter pour des fonctionnalités, mettre des commentaires, proposer des idées. Mais aussi en interne, voilà, physiquement dans nos bureaux, on a notre roadmap qui est affiché. Ce que je racontais là juste avant, c'est qu'on a fait une fête d'inauguration de nos bureaux la semaine dernière et on l'avait laissé. Du coup, c'était un peu sensible. Donc, tout le monde s'est un peu inquiété parce qu'il y a des sujets secrets. Mais à part ça, dans la boîte, c'est un super outil de communication. Il y a toujours pas mal de monde devant. Il y a évidemment le nom du PM, du designer en charge de cette feature sur chacun des sujets. Et ça permet vraiment de faciliter la com. Plus tard dans le process, au niveau du scoping vraiment des fonctionnalités, une fois que nous, en tant qu'équipe produit, on a une idée claire sur ce qu'on veut faire, on fait ce qu'on appelle le product doc, qui est un document, donc une page, maximum une page, justement pour que ce soit hyper digeste et facilement partageable, qui récapitule le problème qu'on essaye de résoudre, pourquoi c'est important de le résoudre, pour qui on le résout, comment on va mesurer le succès de ce projet, et le scope. Et ça, c'est donc vraiment une page qu'on partage à tous les stakeholders un peu clés dans la boîte et qui nous aide beaucoup pour clarifier ce fameux problème. Donc au niveau du problème et plus tard, au niveau du wireframe et du prototype, dès qu'on a quelque chose d'un peu plus concret à montrer, on l'affiche, on le partage. Alors physiquement, dans le bureau, on colle des pages avec des illustrations de nos mock-ups, avec des petits post-it et des stylos pour que tout le monde puisse mettre ses commentaires, ses questions, ses feedbacks. Dans notre weekly email qu'on partage, on met toujours des liens vers les prototypes en cours, etc. Et on essaye un maximum de faire des user tests avec le maximum de personnes de la boîte pour avoir leur retour. On a la chance aussi qu'ils sont des utilisateurs pour nous, des utilisateurs d'Aircall, donc c'est également un bon moyen d'avoir du feedback. Donc du coup, on partage un maximum depuis la roadmap jusqu'au wireframe et ça nous aide à avoir un maximum de retours en interne et client. On investit à fond dans Slack. Vraiment, on partage dans tous les channels publics, on crée des channels pour chacun des projets, pour chacune des features qu'on lance. Et justement, une des erreurs qu'on a faites là-dessus, c'est un peu de sous-estimer le travail que c'était. Donc, on a essayé au début de faire une espèce de weekly product update par mail, avec un joli template qui récapitule tout ce qu'on a fait. Et encore une fois, c'est un travail à plein temps. Ça s'appelle Product Marketing Manager. Et donc, on a abandonné ce truc-là. Donc ça, c'était la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est qu'on a aussi vachement partagé le scope et les features sous forme de présentation au début. Et c'est hyper dur pour les équipes en interne de se projeter, de s'imaginer ce que ça veut dire quand c'est une liste de bullet points. Et donc concrètement, il y a eu vachement de surprises a posteriori de « oh, c'est pas du tout ce que j'avais compris ». Et donc maintenant, on se force à faire même juste un GIF de 3 secondes avec une petite animation qui montre ce à quoi ça ressemble. Et c'est quelque chose que les sales vont partager avec leurs prospects, que les account managers vont partager avec leurs clients et où ça va vachement réagir et nous donner beaucoup de retours. Donc voilà, partager encore et encore. Et enfin, le dernier point dont je vais vous parler, c'est le NPS. Donc le NPS, c'est un outil qu'on utilise beaucoup chez Aircall, que je connaissais peu avant. Et donc pour nous, c'est vraiment une métrique core de la boîte. Donc le NPS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette question très simple. Combien recommanderiez-vous tel produit à un ami ou un collègue? Donc si la personne répond 9 ou 10, elle est considérée comme un promoteur. 7 ou 8, elle est considérée comme un neutre. Et en dessous, c'est considéré comme un détracteur. Et donc le NPS, c'est
le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Donc ça peut aller de moins 100, s'il n'y a que des détracteurs, à plus 100. Donc nous, c'est un outil qu'on a mis en place d'abord par mail, puis in-app. D'ailleurs, ça a augmenté nos taux de réponse x2, donc c'était vraiment un bon move. Et donc c'est quelque chose qu'on suit au niveau global de la boîte, beaucoup, qu'on répète dans tous nos weekly calls, dans tous nos weekly mails. Et c'est un outil qui est vraiment facile à mettre en place et à comprendre, d'une part pour nos utilisateurs, mais d'autre part aussi beaucoup en interne. C'est concrètement un outil qui te permet de mesurer ta croissance organique, parce que si tu arrêtes de faire des sales et que tu n'as que des promoteurs, ça veut dire que ton produit va se vendre tout seul, quoi. Le seul problème avec le NPS, c'est que c'est quelque chose qui est quand même difficilement actionnable en tant que tel, avec juste ce chiffre arbitraire. Donc ça nous permet de savoir concrètement si nos clients sont contents ou pas de notre produit, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? C'était un peu compliqué comme ça. Donc il y a 3 choses qui permettent de creuser et de mieux comprendre: le fait de faire de la segmentation, de la catégorisation et d'avoir une approche un peu plus quali. Donc concrètement, la segmentation qu'on a faite, donc après c'est selon chacun, mais ça peut être assez global, par région, par type de produit, par type d'utilisateur, par intégration pour nous, c'est hyper central dans notre stratégie, et par persona, donc vraiment de regarder pour chacun de ces axes le NPS selon ta région, selon ton produit. Et en fait, c'est vraiment ça qui nous aide derrière à avoir des inputs pour la roadmap, pour les projets, etc. Donc, par exemple, pour la région, on s'est rendu compte que notre NPS Europe est vachement inférieur à notre NPS des États-Unis. Et ça nous a permis de comprendre qu'on avait un problème de carrière aux États-Unis, au-delà du fait que les Européens sont un peu plus bougons. On avait quand même un problème à régler. Au niveau du produit, on s'est rendu compte que notre web app avait un NPS bien supérieur à celui de notre app desktop. Donc, on est en train en ce moment de réfléchir à notre stratégie de positionnement de la desktop app. Au niveau du type d'utilisateur, par exemple, notre NPS admin est bien supérieur à notre NPS user. Donc là-dessus, on va vachement prioriser du travail UX sur notre produit user, donc vraiment le téléphone et pas le dashboard de setup, etc., etc. Donc vraiment, la segmentation, on en a beaucoup et on la suit de très près dans l'équipe produit. Deuxièmement, la catégorisation. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le NPS, on donne une note. Et ensuite, on peut mettre un commentaire. Donc la question, c'est comment vous améliorerez le produit, Aircall ou autre. Et donc là, c'est vraiment un texte ouvert où n'importe qui peut mettre ce qu'il veut. Donc on a fait un petit algo qui va analyser les mots-clés qui sont dans les commentaires des gens et derrière les assigner à une catégorie, donc vous voyez ici. Donc concrètement, chez nous, voilà, on a par exemple 10% des détracteurs qui vont se plaindre des intégrations en particulier. Et donc cette fameuse catégorisation, hyper importante de la faire pour les détracteurs, mais on l'a fait aussi par exemple pour les neutres. Une des actions faciles pour le NPS, c'est de transformer des neutres en promoteurs. Et donc la tête n'est pas forcément la même pour les neutres que pour les promoteurs ou les détracteurs. Donc du coup, la segmentation, la catégorisation, c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir des insights à partir de l'outil d'NPS qui en tant que tel est un peu difficile à extraire. Et enfin, on a aussi une approche qui est plus quali où on utilise un outil qui s'appelle Satismeter pour le NPS qui est hyper facile à mettre en place, qui est intégré avec Slack et on a encore une fois un channel Slack avec tous nos retours de NPS. Et donc concrètement, dans l'équipe produit, chaque PM, chaque designer passe 5 minutes par jour pour un peu scroller, voir les différents retours qu'on a eus, éventuellement pinguer le account manager associé à ce compte pour comprendre ce qui se passe. Et en termes de feedback, surtout dans notre contexte, encore une fois de B2B, le fait de faire ça, c'est un ROI qui est 10 fois supérieur à tout le reste, quoi. En juste 5 minutes par jour, ça nous permet de comprendre un peu ce qui se passe, ce que les gens aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Au-delà du fait que, bien sûr, quand on bosse sur un sujet, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire une recherche avec ce mot-clé ou aller regarder dans cette catégorie-là pour avoir tous les retours de tous nos utilisateurs. Donc voilà, NPS, vraiment un super outil pour nous qu'on continue d'utiliser pour prioriser nos sujets et pour derrière scoper ce sur quoi on va bosser. Les erreurs qu'on a faites avec le NPS, en fait, c'est un peu 2 erreurs qui se recoupent. La première, c'est qu'on a un peu surinterprété des changements à court terme, donc notamment sur la semaine,
Par exemple, en juin, on a eu une augmentation de 15 points du NPS d'un coup en 2 semaines. Donc, on n'a pas trop compris pourquoi. On a réfléchi au projet qu'on avait lancé avant, aux améliorations X qu'on avait faites. Puis, en fait, 2 semaines après, c'est retombé au même niveau qu'avant. Et donc, il se trouve juste que, je sais pas, les gens étaient plus contents en juin parce qu'il commençait à faire beau, que c'était bientôt les vacances. Donc, voilà, le NPS, c'est vraiment un outil où il y a encore plus en B2B, étant donné qu'il n'y a pas forcément énormément de volume, pas mal d'inertie. Et donc, il faut faire attention à ne pas surinterpréter des choses sur 2 semaines, quoi. Et surtout, à bien réaliser qu'un axe d'amélioration qu'on va faire sur telle partie du produit va probablement mettre 3 mois avant de voir vraiment une différence de points significative qui était due à ça. Donc, la conclusion là-dessus pour nous, c'est que c'est plutôt une métrique globale et pas vraiment quelque chose qui doit être un KPI d'équipe parce que trop difficile à impacter sur du court terme. Donc voilà pour le NPS. Et globalement, pour conclure, quelques petits points que moi j'ai retenus de ces 2 ans. Donc la première chose, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde sache à qui parler dans l'équipe produit. La deuxième chose, c'est de créer des rôles et des process pour permettre d'inclure un maximum les équipes business dans nos process d'équipe produit. Surinvestir dans les outils existants. Nous, on a beaucoup essayé à droite à gauche des trucs différents et finalement, il n'y a que Slack dont on est vraiment content pour tous ces process-là. Le fait de rendre obligatoire et très facile de rendre visite à des clients, encore une fois, pour l'équipe produit. Le fait d'afficher un maximum notre roadmap, nos designs, le scope de nos features partout, en interne et en externe. Et enfin, le fait de créer cette petite habitude pour toute l'équipe produit, de vraiment suivre le NPS quotidiennement pour prendre le pouls de ce qui se passe pour nos clients. Voilà un peu la conclusion. Et juste avant de conclure, un petit PS, nous recrutons, comme tout le monde, des product managers, des product designers. Donc, si vous voulez postuler, c'est sur aircall.io/jobs. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Lucas? Ok. Question sur le NPS, tu parlais notamment au début de buyer versus user. À qui vous l'envoyez le NPS? Typiquement pour un account, vous pouvez avoir 15 ou 20 personnes à qui vous parlez. Est-ce que vous l'envoyez aux 20 personnes ou à un personnage en particulier? Et à quelle fréquence également? On l'envoie à tout le monde et justement c'est un des axes de segmentation, c'est buyer versus user. Et donc c'est là où je disais que notre NPS de buyer est bien supérieur à celui de notre NPS user. Donc on veut vraiment prioriser l'UX sur les users. Et on l'envoie tous les 3 mois pour pas que ce soit trop redondant. Ça nous permet quand même d'avoir un volume satisfaisant. On l'envoie 3 semaines après le sign-up et ensuite on le renvoie tous les 3 mois. Et vous avez un fallback email si jamais on ne voit pas dans l'app? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. On essaie en ce moment d'avoir une petite communauté de bêta-testeurs autour de Slack, un peu comme vous, c'est intéressant, t'en ai parlé. Et j'entends effectivement que ça n'a pas marché, ça prend trop de temps, et que tu reportes finalement le sujet autour de chaque PO, chaque PM, qui devra avoir sa communauté de bêta-testeurs. Comment eux, du coup, ils gèrent cette petite communauté? C'est par mail ou c'est eux-mêmes qui créent un Slack? Comment est-ce qu'ils ont pu gérer cette communauté à leur niveau? On n'a pas vraiment de process là-dessus, à vrai dire. Ce qu'on essaie de mettre en place actuellement, c'est d'avoir une liste, un peu une whitelist de tous les utilisateurs qu'on peut contacter en direct. Donc ceux qui ne sont pas at risk, ceux qui ne sont pas trop dans notre target élevé, tu vois, par exemple. Et donc ça, ce serait un semblant de bêta group où on pourrait directement contacter les gens. Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas trop de process. Généralement, ils les contactent par mail ou vachement par Typeform. On utilise beaucoup Typeform. Et voilà, mais pas de Slack. Du coup, je rebondis sur cette question-là. Ouais. Tu as montré qu'il y avait des tests qui étaient faits en interne. En interne, vous avez des utilisateurs, donc c'est sûr que c'est pratique. Utiliser les pratiques parce qu'il faut bien lancer. Mais du coup, les utilisateurs que vous avez dans ces listes que chacun entretient, qu'est-ce que vous en faites? C'est-à-dire vous testez ou autre? Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là?
Alors, plein de choses. Donc, au début du process de recherche, on les contacte énormément. Donc, on leur envoie des surveys, Typeform. On les appelle beaucoup aussi pour leur poser des questions sur quels problèmes vous rencontrez avec telle partie du produit, qu'est-ce que vous voudriez qu'on améliore, vraiment purement recherche problème. Une fois qu'on a une idée un peu plus claire du scope, généralement on retourne les voir, on fait un call avec eux rapidement pour valider que ça répondrait bien à leurs problèmes, la solution qu'on propose. Et ensuite, plus tard dans le funnel, on fait tout un tas de user tests, comme on le fait en interne, mais en externe. D'où l'importance d'avoir pour chaque PM, pour chaque product designer, un peu sa petite communauté de gens qui peuvent pinguer pour soit leur rendre visite s'ils sont à Paris, soit faire un Zoom ou un Skype avec eux pour leur partager les écrans qu'on a à leur montrer. Et du coup, qu'est-ce que vous utilisez pour les tests quand vous faites des tests avec eux à distance? On utilise un outil, alors je ne me souviens plus du nom, je peux regarder ça dans 5 minutes. Je crois qu'il faut que j'arrête de parler. Je peux regarder ça juste après et te dire, en gros, c'est un outil qui te permet de montrer et en même temps de filmer la réaction, ScreenFlow, je crois, ça s'appelle. Donc ça te permet c'est un espèce de Skype amélioré où tu fais du screen sharing et en même temps tu filmes la réaction de la personne. C'est un peu creepy, mais en même temps hyper utile. Et donc ça permet de faire des user tests à distance. D'accord, c'est l'utilisateur qui essaye, qui lui-même manipule le produit. Ouais, c'est ça. En gros, lui, il a l'écran et il y a un screen share qui fait que nous, on voit ce qu'il fait et on voit aussi sa tête. Voilà. Et ensuite, on utilise InVision et Marvel pour les protos. Ah. J'ai 2 questions. Déjà, félicitations, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le truc idyllique que vous avez mis en place et qu'on va tous avoir ça. Donc, voilà. La première, c'est concernant la roadmap un peu publique. Ouais. Est-ce que ça a créé, peut-être dans le passé ou maintenant, de la frustration sur certains clients? C'est-à-dire, est-ce que le fait de la rendre publique, c'est positif ou négatif? Très bonne question. Alors, effectivement, au début, si je reviens dans la colonne Up Next, ici, là, on avait mis des dates. Donc ça, pire idée, évidemment, vous le savez tous. Enfin, d'ailleurs, on n'avait pas mis des dates, on avait mis plutôt des saisons, tu vois, donc genre summer, winter, tout ça. Un peu trendy. Et donc, évidemment, c'est arrivé qu'on ne tienne pas nos dates. Donc, on a enlevé la date. Donc ça aide, parce que Next Up, ça ne veut rien dire. Et surtout, cette colonne-là, Ideas et celle-ci, là, pardon, Living for Now, c'est une colonne avec plein de choses. Et en fait, ça, c'est un super bon outil de communication. Effectivement, nos clients sont déçus de le voir dans cette colonne, mais on préfère qu'ils le voient dans cette colonne plutôt qu'un sales leur promette que ça arrive alors que ça n'arrivera pas, ce qui sera encore pire ensuite, quoi. Donc non, aujourd'hui, c'est un vrai outil positif. Il est sur notre site, nos sales l'envoient à tous les prospects pour qu'ils voient ce qui va arriver, et voilà. Ok, positif. Et la deuxième, juste, concernant l'organisation, avec les premiers slides et la personne business, alors je sais pas comment vous l'appelez, le biz, quelque chose. Voilà. Pourquoi vous avez fait ça, sachant pour moi, c'est aussi une partie du PM, justement, et c'est la partie cool, finalement, du PM d'aller faire tout ça. Voilà. Pourquoi avoir mis une personne supplémentaire, ou peut-être entre les deux? Est-ce qu'il y a un vrai retour, encore une fois, positif? Est-ce que c'est à mitiger? Ouais, je dirais que effectivement sur la partie recherche, vraiment purement produit, ça reste le domaine des PM, clairement. Néanmoins, là où ça nous aide beaucoup, c'est sur la communication, vraiment. C'est-à-dire que ce fameux weekly business meeting où tu as une personne de l'équipe business qui va dire voilà ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, ça aide beaucoup. On a eu pas mal de soucis de com, quoi, entre d'une part tech produit, d'autre part business, où on s'entend pas, on se comprend pas, on parle pas la même langue. Et donc ça, c'est un des trucs auxquels on a pensé pour pallier à ça. Et de ce point de vue-là, ça marche très bien. Après, du point de vue purement recherche, non, c'est pas le but premier. Ça nous permet de débloquer, par contre, quand on a besoin de X clients pour tester tel truc et qu'on n'arrive pas à les trouver, ça aide vraiment. Mais pour ce qui est compréhension des problèmes, ça reste clairement le taf des PM et des product designers. D'autres questions? Bonsoir, merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi j'ai une question, comment vous différenciez le bruit d'une vraie bonne fonctionnalité quand ça revient des utilisateurs qui sont souvent demandeurs de plein de choses? Comment on fait pour différencier et ne pas se tromper dans
pense qu'il faut mettre dans notre roadmap pour la suite? Bah, si on savait, il n'y aurait pas d'équipe produit. Comment on fait? Bah, forcément, on n'a pas de recette magique. Alors, on se réfère beaucoup à notre vision et à nos principes. Donc, nos principes UX, nos principes aussi de Ideal Customer Profile. Donc, je vais faire une petite digression, mais en gros, au début, quand je suis arrivée chez Aircall, on avait un produit qui répondait à peu près 14 différents use cases, différents types d'utilisateurs. Et un des premiers tafs qu'on a fait en tant qu'équipe produit, c'était de clarifier ce sur quoi on allait se concentrer. Donc ça, c'est un gros prisme, tu vois. On sait qu'on veut se concentrer. On s'est concentré toute l'année dernière sur les équipes support. Cette année, on se concentre sur les équipes sales. Donc clairement, quand on a un besoin qui est plutôt pour un autre use case direct, c'est non. Quand on a un besoin qui ne correspond pas à une des 3 étages de la vision que je t'ai montrée, clairement, c'est non. Donc ça, déjà, c'est un bon prisme d'évaluation. Mais je n'ai pas de réponse magique à cette question. J'aurais essayé. Bonjour. Moi, j'ai une question sur les différents personas que vous avez dans vos utilisateurs. Parce que dans ma boîte, on a la même chose. On a des admins qui sont très contents de me parler. Et au niveau des utilisateurs, on va dire de base, souvent, on a 2 problèmes qu'on rencontre. Parfois, les admins veulent pas qu'on leur parle, souvent même. Et parfois, quand ils arrivent à nous parler, magiquement, ils trouvent l'adresse mail du support et ils nous contactent, ils se plaignent de choses qui n'ont rien à voir avec notre produit. Par exemple, de fautes d'orthographe qu'il y a, en fait, que quelqu'un dans leur boîte a publié et ils se plaignent de ce genre de choses-là. C'est un exemple. Voilà, donc est-ce que vous rencontrez ces problèmes-là? Et voilà. C'est quoi le produit que je comprenne? Nous, on fait de la formation digitale. Donc, voilà, ils se plaignent quand ils ont foi à une question, ils disent quoi? J'avais répondu juste pourtant, et après ils nous envoient ça, et parfois, ils ont du coup, s'ils arrivent à avoir un NPS par magie, il est hyper négatif, et le commentaire c'est ça, donc on est un peu déçus, quoi, parce que c'est pas notre faute. Ok. Alors du coup, écoute, nous, un des trucs qu'on a fait, c'est d'essayer de faire des meetings avec les 2 en fait. Effectivement, généralement, l'admin, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais chez nous, c'est le boss, quoi. Donc, c'est le boss des utilisateurs, donc c'est un peu compliqué de le court-circuiter. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur dire qu'on aimerait avoir un meeting avec les 2. Donc, déjà, ça aide. Lui, il a plus l'impression d'être en contrôle. Et en vrai, ensuite, c'est les visites, quoi. C'est les visites vraiment sur place. Nous, on contacte l'admin d'abord, qui est le boss, qui nous dit « Ok, je suis d'accord que vous veniez nous rendre visite ». Et ensuite, une fois qu'on est là, on lui dit « Est-ce que ça te dérange si je vais m'asseoir 20 minutes à côté de telle personne pour observer comment il utilise le produit, pour lui poser quelques questions ?» Et ça nous débloque. Je ne sais pas si ça répond à ta question. On va essayer. Hein. Un peu. Merci. On va prendre une dernière question. On va aller plus par là. Vous pouvez poser des questions à Maya après. Merci, c'est vraiment super intéressant de voir comment vous structurez. J'ai une question parce que du coup, on a parlé des utilisateurs qui donnent des idées, qui apportent plein d'idées sur la liste. Moi, j'ai plutôt le contraire, des utilisateurs, des infirmiers libéraux très peu digitaux, ou des coordinateurs de soins, pareil, dans le domaine de la santé, on n'est pas très digital, et du coup, quand on leur demande « mais qu'est-ce que vous améliorez ?» c'est un peu la grande muette. Du coup, face à des utilisateurs comme ça, comment vous faites pour un peu les désinhiber, aller chercher finalement, est-ce qu'il y a des tactiques pour les faire parler sur leurs besoins, sur comment améliorer les choses quand finalement, eux n'ont pas forcément cette vision de fonctionnalité qui est si chère à nous? Ouais, je comprends. Et effectivement, on est vachement confrontés à ça, où on leur demande est-ce que vous avez des problèmes? Ils nous disent non, pas du tout. Et puis derrière, ils nous mettent 0 sur 10. Donc du coup, pour moi, la réponse à ça, c'est vraiment de l'observation, quoi. C'est-à-dire qu'on se pose à côté et on leur dit vas-y, fais ton truc, et on regarde. Et là, juste en 5 minutes, on voit que il a cliqué 3 fois là où on pensait qu'il devait cliquer une seule, qu'il n'a pas compris que ça voulait dire ça. Et je pense d'axer aussi vachement la conversation autour des problèmes et pas forcément autour des idées d'amélioration. Ça aide parce que des problèmes, ils en ont forcément. Donc je ne sais pas si c'est possible pour vous de faire un peu un field trip ou limite vous balisez une journée entière. Et c'est un peu, live my life, quoi. Enfin, live a user's life pour une journée, et puis vous les suivez, et puis vous regardez. Et je pense que rien que ça va. Enfin, en tout cas, nous, dès qu'on va rendre visite à un client et qu'on s'assoit à côté d'eux, tu vois, il y a 3 pages de notes, quoi, sur tout ce qu'on remarque sans même qu'ils nous disent quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est dur,
en tant qu'utilisateur, d'avoir le recul sur toi-même pour te rendre compte que ce truc-là te pose problème. Et donc, juste de regarder, nous, on le voit en tant qu'équipe produit. Merci.